Après une revue sous les murs de la ville, les Allemands traversent la grande place, se rendant à leur cantonnement. Décembre 1915. Fasolles nous narre ce que les Péronnais ont vu d'une mutinerie allemande. À 5 heures de l'après-midi, le 38e repart aux tranchées après un seul jour de repos, en punition de son mauvais esprit. Pour la première fois, on a vu revenir une troupe en complète débandade. Hommes harassés, couverts de boue, découragés, n'ayant plus d'équipement, marchant avec des bâtons, rentrant par petits paquets, ayant laissé derrière les traînards que l'on doit ramener en chariot. Il faut dire que depuis 15 jours, il n'a cessé de pleuvoir, et le séjour dans les tranchées inondées doit être terrible. Fasolles. C'est aussi la guerre des mines dans ce sol de terre glaise, d'autant plus propice que les tranchées de première ligne ne sont pas à plus de 100 mètres les unes des autres. Pour ne pas retourner dans cet enfer, plusieurs groupes se sont mutinés, mais les fortes têtes ont été arrêtées immédiatement et mises au cachot. Fasolles. Vers 8 heures, on perçoit des pas cadencés. On remarque des lueurs rouges. Les yeux collés aux lamettes des contrevents, on essaie de deviner ce qui se passe dans la nuit, et voilà que débouche sur la place une colonne de prisonniers marchant 4 par 4, encadrés de soldats armés et de hulans, précédés et flanqués d'hommes de corvée porteurs de torches résineuses, comme celles des retraites aux flambeaux. On se voit de suite, et pendant 2 heures, on voit défiler des groupes plus ou moins importants avec la même mise en scène. Des prisonniers. Combien sont-ils? Il est difficile de les dénombrer, mais les uns comptent par 1000, tandis que d'autres essaient de se donner le change à n'en vouloir voir que quelques centaines. Fasolles. Nombreuses sont les colonnes de prisonniers français et épuisés qui traversent la ville. Dans la nuit du 28 janvier 1916, ils seront 500, enfermés dans l'église, avant de rejoindre les camps en Allemagne. Dimanche 30 janvier. Hier soir, on a encore amené en groupe 275 prisonniers français qui ont été enfermés à la gendarmerie et expédiés en Allemagne ce matin, ce qui porterait le chiffre de prisonniers à 1210, presque tous des 129 et 329. Fasolles. Prisonniers français attendant en gare de Péronne leur embarquement pour l'Allemagne, février 1916. Solidarité patriote, les sœurs de la Charité française ravitaillant les prisonniers français. Avant minuit, tous les hommes mourant de faim et de froid reçoivent un premier acompte. Et grâce aux sœurs bleues et aux sœurs de l'asile, des mesures sont prises pour qu'ils aient une bonne soupe vers le matin. Fasolles. Et puis, il y a enfermés au château 90 prisonniers russes qui sont particulièrement maltraités, employés par les Allemands à toutes sortes de corvées et menés comme des chiens. Ils font pitié à la population civile. Leurs vêtements sont des haillons. Il est presque impossible de les approcher, encore moins de leur parler. Quand ils passent dans la rue, on leur jette des bouts de pain et des paquets de linge qu'ils ramassent avec joie. L'archiprêtre Caron a obtenu l'autorisation de les visiter. Il a trouvé parmi eux un Polonais catholique qui parlait un peu le français. C'est l'interprète. Et depuis, le Feldwebel du château a promis d'améliorer la situation si ceux-ci n'essayaient pas de s'enfuir. Fasolles.
Les chariots bâchés de croix rouge stationnent dans la cour de la caserne. C'est avec eux que sont évacués les blessés au Feldlazaret, installés en face, dans l'hôpital-hospice. Einstanzen unseren Verwundeten. Sérénade pour nos blessés. Tel est le titre de cette carte postale nous présentant un groupe de soldats musiciens allemands jouant de leurs instruments dans les jardins de l'hôpital-hospice de Péronne, bien sûr réquisitionnés aussi par les occupants. Dans les locaux de l'hôpital, le révérend père Jules, capucin, aumônier militaire allemand cité par Fassol, et portant longue barbe blanche, réconforte un groupe de blessés. L'allure de la pipe du patient debout à gauche est typique de celle que l'on fume en Bavière. Devant le porche d'honneur de l'hôpital, cérémonie mortuaire d'un dignitaire allemand. Honoré du salut militaire et de couronne de verdure, le cercueil est transporté pour être installé dans le corbillard. Précédé des hommes de troupe, le convoi mortuaire s'ébranle vers le cimetière. Funérailles d'un officier supérieur allemand. Mercredi 16 janvier 1916. L'affiche ordonnant à la population civile de saluer les enterrements allemands est apposée. Fassol. Le salut des officiers. Non seulement il faut saluer, mais le faire dans les règles. Et le fait de saluer de façon incorrecte est puni de 10 à 50 marks. Pour bien saluer, il faut regarder l'officier et se découvrir respectueusement, c'est-à-dire tenir sa coiffure à la main le bras baissé et continuer de regarder l'officier en tournant la tête jusqu'à ce qu'on l'ait dépassé. Si l'on est assis, il faut se lever comme le font les soldats. Fassol. Dans le cimetière communal de Péronne, les Allemands enterrent aussi leurs morts, dans un carré qu'ils se sont approprié. Sur un mémorial, sorte d'arc de triomphe, sont gravés les noms des héros allemands morts dans la région. Un autre monument important est aussi érigé par les Allemands dans le Friedhof de Péronne. En date du 28 mars 1915, Fassol le décrira comme aussi colossal que laid. Sur son socle cubique, très lourd, ils ont placé une pyramide d'un seul morceau, et comme ce morceau n'avait pas la forme nécessaire, la stèle est camuse et grotesque. Sous l'initiative de l'archiprêtre Caron, les Péronnais venaient fleurir les tombes des soldats français. Par cette pyramide colossale, les Allemands auraient-ils voulu faire mieux? À côté de ce monument, nous découvrons la plaque identifiant la tombe du général-major August Hülselmann, mort à Dompierre le 25 septembre 1914, alors qu'il commandait la 2e brigade bavaroise d'artillerie de campagne. Le courrier Picard du 7 juillet 2002 nous commande par une photographie et une gravure la réalisation d'un monument au cimetière de Péronne. Dans ce cimetière, il nous rappelle qu'un parchemin daté de juin 1915, glissé dans une bouteille insérée dans les fondations d'un édifice allemand, a été retrouvé en 1935. En date du 9 avril 1916, Fassol écrivait « On regarde avec curiosité le nouvel ossuaire des Allemands. Ils ont annexé à notre cimetière un terrain de forme triangulaire qui se trouve au nord. Au milieu, ils ont construit un socle de briques qui attend quelques monuments. Cette gravure représente le projet du futur monument, cité par Fassol. Une photographie prise en 1917, au retour des Anglais, nous présente la construction inachevée. C'était bien là,
à proximité de la halte du Quinconce, que l'on a retrouvé le parchemin. Il nous signale aussi qu'au dépositoire repose toujours le cercueil du général Eugène Bridoux, abandonné là, depuis l'embuscade de Peuilly le 17 septembre 1914. Grand patriote, fédérateur de l'unité péronaise durant l'occupation, l'abbé Ulysse Caron, archiprêtre et doyen de Péronne, s'est éteint le 7 mars 1916 d'une grippe infectieuse, contractée le jour des obsèques de sœur Joséphine. L'enterrement eut lieu le vendredi 10 mars par un temps de neige. L'église est plus que comble. 12 prêtres des environs ont pu venir. Au cimetière, plus de 150 hommes âgés et plus d'1 millier de femmes se sont déplacés. La commandanture s'est fait représenter. Son cœur de prêtre patriote lui dicte des paroles qui touchent les autres cœurs. Fa sol. Les mémoires de l'abbé Caron, manuscrits sauvés par le docteur Loiseau, son ami, fut l'une des sources irrécusables utilisées par Fassol pour écrire Péronne sous l'occupation, 1914-1918. Dimanche des Rameaux, 16 avril 1916. Vers 10 heures du matin, on voit 2 avions se mitrailler au-dessus de Cléry. L'un d'eux tombe. La victoire a souri aux Boches. Il est d'autant plus fier que c'est le premier fait d'armes à l'actif du nouveau camp d'aviation installé à Flamicourt. Fassol. Samedi 24 juin 1916. En 3 coups de canon espacés de 20 minutes chacun, les Alliés font sauter le standard télégraphique et téléphonique installé par les Allemands dans la nouvelle caisse d'épargne. Un aéroplane presque immobile, très haut dans le ciel comme le nard Fassol, a guidé les tirs. Tout le patient travail des électriciens allemands pendant plusieurs mois est détruit. Même la précaution prise depuis peu d'installer les récepteurs dans les sous-sols est devenue inutile. Les communications sont coupées. Fassol. Dimanche 27 juin au Quinconce, au banc des curieux. De cet endroit élevé, on assiste à un spectacle tout à fait nouveau. On voit exploser les obus qui soulèvent une colonne de poussière et de fumée noire. Les premiers arrivés ont vu mieux encore. Ils ont assisté à la destruction d'un ballon captif allemand attaqué par nos aviateurs. Mais vers 6 heures du soir, un obus arrive en sifflant et éclate à 200 ou 300 mètres derrière le bouquet d'arbres du chalet de Monsieur Marchandise, sur la route de Cléry. Fassol. Inutile de préciser que mamans et enfants qui assistaient au feu d'artifice déguerpissent immédiatement. Dès lors, ce sera un tapage infernal. Les coups se rapprocheront et commenceront à tomber de plus en plus sur la ville. Vendredi 7 juillet 1916, 14e jour de bombardement. Les gros coups n'ont pas cessé de toute la nuit, faisant un roulement continu. On voit dans le ciel les traînées lumineuses des bombes décrivant leur trajectoire. Ce matin, la bataille fait rage de plus belle. On ne s'entend plus. De temps en temps, le canon allemand que l'on promène dans les rues lance des coups si fréquents qu'on jurerait le bouquet d'un feu d'artifice. Cette nuit-ci, il y a des blessés au faubourg de Bretagne, dont Madame Potron, grièvement atteinte, et Mesdames Jussureau et Fourrière légèrement. Heureusement, il n'y a pas de mort. Vers 10 heures du matin, il y a un redoublement de violence. C'est le centre de la ville qui écope. Les maisons, la rue et Vanègre sont touchées en pleine façade. Et l'église, où il n'y avait jusqu'ici que des dégâts de vitres brisées, a sa façade écorniflée. Les motifs de sculpture tombent dans la rue Saint-Jean. Le bruit a couru que les Allemands voulaient faire évacuer Péronne. Mais M. Joseph Marchandise a protesté,
disant qu'il se faisait fort de ravitailler la population. Fa sol. Le front se rapproche, les Français tiennent les hauteurs de la maisonnette et les bombardements sont incessants. De nombreuses maisons sont pulvérisées par des obus. Le 8 juillet 1916, la municipalité reçoit l'ordre d'évacuer la ville. Dépités, les habitants entourent et conspuent messieurs Linémer et Marchandises, qui en avaient reçu l'instruction formelle de leur commandanture. La première étape d'évacuation imposée est Roiselle, et l'itinéraire prescrit, Bussu, Hamel, marqué. Les premiers départs se feront l'après-midi même. Rendez-vous au château. Toujours sous les bombardements incessants, quelques rares Péronnais récalcitrants se terrent dans leur cave, bravant l'ordre d'évacuation. À bout de vivres, le 22 juillet, ils quittent la ville, pour Roiselle. Une photographie allemande, datée de juillet 1916, nous présente l'exode des Péronnais vers Roiselle. Cette autre, la traversée d'un village, pour la même destination. Au départ des Péronnais, l'église était encore préservée, seulement écorniflée, comme le dit Fassol. Qu'en est-il maintenant? Tout est en désordre. Il semble que la toiture soit transpercée. Des pierres gisent au milieu des chaises renversées. Transpercée, le mot est faible. La charpente en châtaignier, reconstruite après la guerre 70-71, est de nouveau la proie des flammes. Les voûtes gothiques en arc d'ogive sont éclatées. Très peu de temps après l'évacuation de la ville, la toiture de l'église Saint-Jean-Baptiste est détruite, et la tour Saint-Jean meurtrie, toujours debout, est touchée dans sa partie basse. La maison Larue devant l'église n'était déjà plus que murs fumants au départ des Péronnais. Sur cette photographie allemande d'après évacuation, le martyre de l'église continue. Ce cliché allemand est non daté, mais les feuilles des arbres derrière la statue de Marie Fouret nous indiquent que l'automne n'est pas encore de saison. Sur cette carte postale allemande, prise un peu plus tard, les feuilles sont tombées, l'achèvement de l'édifice religieux se poursuit. Toujours debout, sa tour est en lambeaux. L'hôtel de ville, lui aussi, a reçu des obus. Un trou béant apparaît à gauche de l'ancien bailliage. Dans son tirage du 1er septembre 1916, la menteuse des Ardennes a encore sévi par ses mensonges, erreurs et propagandes. Le journaliste allemand y narre un voyage à Péronne où les habitants l'auraient fui par peur des bombardements. Il décrit aussi la mairie comme bâtiment de style gothique et affirme que l'adjudant du nouveau commandant de la place dit vouloir essayer de sauver son petit musée dès que le feu de l'artillerie diminuera. Il y voit la cathédrale encore préservée. Il y narre avec emphase les statues regardant étonnés quelques-uns des soldats allemands qui, entre deux batailles, sont venus prier devant elle. À la lecture de la Gazette, on constate un premier mensonge. C'est la commandanture qui a ordonné l'évacuation de la ville en juillet 1916. Les habitants n'ont pas fui. Une erreur grossière. La mairie n'a jamais été de style gothique.
Un doute. L'église appelée cathédrale par les Allemands a-t-elle encore son doigt en nous? Des soldats allemands peuvent-ils encore s'y recueillir? Mensonge et démagogie. Sauver le petit musée. Ou plutôt, piller, puis détruire le musée. En étudiant le texte, on constate que le rédacteur allemand n'est jamais venu à Péronne pour son reportage. Voici dans quel état se trouve le petit musée. Un miracle malgré tout. Un infirmier allemand portant une croix rouge à sa manche contemple au milieu des toiles éventrées le chef-d'œuvre de Francis Tadgrin donné à la ville. Les débris du trois-mâts Majestat. Le miracle va-t-il perdurer? Soldats dans les ruines de Péronne. Carte postale allemande. Au quartier Saint-Sauveur, devant le café moderne, avant-guerre de Léon Brice. En face, la rue Béranger. Rares sont les photographies du collège. Lors de l'occupation bavaroise, le bâtiment est utilisé comme prison. Avec l'arrivée des Prussiens, il sert de caserne. À droite en bas, nous voyons son préau. À droite du préau, le long des étangs, le boulevard du Sud-Est a été rendu carrossable par les Allemands dès novembre 1914. Derrière les grands moulins détruits, nous pouvons observer les restes de l'ancienne baignade installée par les Allemands en 1915. Photographies allemandes de fin 1916. La place du marché aux herbes. La maison d'Abo et les ruines de l'église. Plus aucun Péronnais n'habite la ville depuis juillet. Photographie de l'occupant. L'hôtel de ville et la tour Saint-Jean, vue de la rue Saint-Sauveur. La percée Saint-Sauveur. La gare, à l'heure allemande, comme tous les édifices de la ville, reçoit aussi des obus. Zucker Fabrique, la sucrerie, entre Péronne et le Mont-Saint-Quentin. L'église Saint-Jean-Baptiste n'a plus de toiture depuis quelque temps déjà. Au fond, ce qu'il reste des grandes orgues. Devant le pilier encore debout, chaises et prie-dieu cassés, s'entassent dans un chaos monumental. Sur cette photographie, les occupants posent fusil en main, juchés sur les monceaux de pierre provenant de l'écroulement de la tour. Quand et dans quelles circonstances celle-ci est-elle tombée? Dans la neige de février 1917, voici ce qu'il reste des grands moulins. Toujours dans la neige de février 1917, voilà la maison d'Abo. Le détail de sa façade très endommagée laisse apparaître une pancarte où il y est écrit « Soldatenheim », maison du soldat. La porte de Bretagne,
à la même époque hivernale. Cette autre photographie datée au dos, du 2 février 1917, nous présente le campanile de l'hôtel de ville tombé, écrasé au premier étage du bâtiment, lui aussi écroulé. Les aiguilles figées de son horloge semblent indiquer 8h10. Si l'heure de la destruction est peut-être connue, à quelle date cela est-il arrivé? Est-ce de la dynamite allemande? Est-ce des obus alliés? Beaucoup de questions qui n'auront jamais de réponse. Cette carte postale allemande affirme dans son titre que Péronne a été détruite par les ennemis. C'est exact. Jusqu'à la préparation de leur retraite de mars 1917, les destructions de la ville proviennent essentiellement d'obus alliés. Groupe de soldats allemands. Cette carte photo est annotée Péronne, le 18 février 1917. À cette date, le repli stratégique des Allemands est programmé. Est-ce une partie du groupe chargée du dynamitage et du piégeage de la ville? Laserschossene Péronne. Les destructions se poursuivent. Le canon tonne sans arrêt. Pour protéger leur repli stratégique sur leur ligne Siegfried, nom d'un héros tueur de dragons dans la mythologie nordique, les Allemands appliquent la politique de la terre brûlée. Les Alliés nommeront cette redoutable défense ligne Hindenburg. Paul Ludwig Hans Anton von Benckendorff und von Hindenburg étant le général en chef de l'armée allemande depuis 1916.